Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Marie Lécuyer qui est directrice d'EHPAD, qui est présidente de la FNADEPA Bretagne et ensemble on va parler de la mobilisation des maires bretons pour le grand âge. Merci Marie de participer à cet épisode. Avant de nous expliquer ce qui se passe en Bretagne et comment les maires rentrent en résistance et comment on peut faire pour les soutenir ou même les rejoindre dans toute la France, ce que je te propose, c'est de te présenter. Merci Arnaud de me recevoir. Donc moi, comme tu l'as dit, Marie Lécuyer, je suis directrice d'EHPAD dans le Morbihan, directrice d'EHPAD public et donc je suis aussi présidente de la FNADEPA Bretagne. La FNADEPA qui est une association de directeurs d'établissements et de services pour les personnes âgées et donc moi je représente les adhérents pour la Bretagne. Très bien. Alors c'est une question que j'aime bien poser. Comment comment t'es devenue directrice d'EHPAD? Ou pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène d'abord à être directrice et après à être présidente de la FNADEPA Bretagne? Alors, directrice, j'avais fait un master en droit public et à Rennes. Et quand tu es à Rennes et que tu fais du droit public, il y a un moment donné, tu as du droit hospitalier, tu es tout proche de l'EHESP, donc droit de la santé. J'avais en plus dans ma famille plusieurs personnes qui étaient déjà directeurs d'EHPAD, justement. Et du coup, c'est un peu un concours de circonstances ou un effet d'aubaine, je sais pas trop. J'avais envie de faire un métier où je sois dirigeante et en même temps, j'avais envie d'être dans un métier à forte dimension humaine. Donc en fait, ce métier-là, il me semblait, c'était en 2008 que j'ai passé le concours, donc ça commence à dater un peu, mais j'ai eu le sentiment que ce métier, il pouvait à la fois, rejoindre mon besoin de mener des projets, de diriger, une institution ou, un établissement et en même temps, avec, une forte dimension humaine. Et ça m'a amené du coup, à préparer les concours et à creuser un peu derrière et clairement quand j'ai creusé la question des concours, celui de directeur d'EHPAD, il m'a vraiment, on disait D3S, il m'a vraiment plus parlé parce qu'il y avait une forte dimension humaine. Ok, cool. Et est-ce que aujourd'hui tu la retrouves encore la dimension humaine et La question piège, c'est différent. Bah oui, elle est toujours là parce qu'on s'occupe toujours, le but des établissements, c'est toujours d'accompagner des personnes âgées ou des personnes handicapées selon, et puis on travaille, avec, le personnel, et en étant, directrice d'EHPAD et pas directrice d'hôpital, j'ai un contact plus direct avec le personnel. Pour autant, depuis 2010 où j'ai pris mes fonctions, ça a beaucoup évolué et l'administratif prend de plus en plus le pas et depuis 3 ans, la gestion de crise prend de plus en plus d'ampleur, clairement. ouais. T'estimes que on est toujours en gestion de crise? Ouais, parce que moi je trouve que en fait, on a eu 2020, 2021, gestion de crise Covid, crise sanitaire et puis en fait, allez, on a peut-être eu 6 mois de répit, les 6 premiers mois de 2022, où on était sorti de la crise sanitaire et on a retrouvé un peu de souffle et en tout cas pour mes établissements, dès, l'été 2022, on a été propulsés dans les difficultés financières avec la crise énergétique et en fait, depuis mi-2022, on gère à la fois crise financière, crise économique et déficit d'attractivité de recrutement. Et du coup, ouais, on est tout le temps en train de pallier des absences, chercher des sous. Donc ouais, moi je trouve qu'au quotidien, on est vraiment dans la gestion de crise permanente. Ouais, de crise sanitaire à crise économique, quoi. En C'est gros. ça. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire des projets hein, et on continue à le faire. Mais c'est vraiment, on a le temps pour se poser et être sur
du travail au long cours. Et puis une notion d'incertitude. C'est C'est ça. ça qui est dur, je trouve. C'est ça qui est dur, c'est enfin, le pilotage financier. Quand tu sais pas comment tu vas finir l'année, c'est compliqué. Le pilotage humain, avec le turnover qu'on connaît actuellement, il est compliqué et ça complique les projets. Comme je te le dis, on en a toujours, mais c'est un contexte qui est hyper incertain et c'est pas facile en tant que directeur d'être dans un contexte aussi incertain. C'est clair. Ça nous fait une transition assez facile vers notre sujet parce que on est sur des situations de crise, on attend des réponses. Alors peut-être qu'on attend trop de réponses ou trop de solutions, mais qui viennent pas entre loi grand âge qui est quand même, enfin, c'est quand même un truc de fou ce qui se passe avec Mm. ce changement de ministre tous les trimestres où tu te dis mais en fait ça peut pas fonctionner comme ça. Et du coup, en Bretagne, il s'est passé un truc qui a priori s'est pas passé dans d'autres régions, c'est que les maires sont montés au créneau et ils ont été peut-être plus bruyants que les directeurs qui ont un peu plus de voix. Bah, en fait, ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'à situation inédite, mouvement inédit. Alors nous, les directeurs, c'est pas qu'on le disait pas depuis déjà 1 an ou 2, mais on n'était pas entendus. Et les maires, de manière collective, se mobilisent peu sur des sujets. En tout cas, on a peu de mouvements d'élus qui se réunissent pour contester. Et en fait, dès le mois de mai l'année dernière, mai 2023, dans les Côtes d'Armor, il y a un mouvement d'élus qui s'est créé, qui s'est désigné EHPAD en résistance. Bah parce qu'en fait, dans le territoire des Côtes d'Armor, il y a énormément d'EHPAD de statut public gérés par des CCAS, pas des énormes structures, et les maires ont été plusieurs à se rendre compte que leur EHPAD était en grande difficulté financière à la faveur de l'inflation, de la crise énergétique, des revalorisations non compensées. Enfin, on connaît le sujet, on sait ce qui a amené les EHPAD à ces difficultés financières. Et en fait, les maires, ils ont été plusieurs à se dire, mais mince, mon EHPAD est en train de couler, et celui d'à côté aussi, etc. Et ils étaient nombreux sur le territoire des Côtes d'Armor à constater ça. Et bah, ils se sont dit, on va se réunir, on va créer un collectif parce que c'est important dans nos communes, nos EHPAD. On a besoin de continuer à accompagner nos personnes âgées et on est hyper inquiets. Et les directeurs ne sont pas entendus, donc il faut que ça bouge. Pour moi, les publics CCS, j'ai le sentiment que les maires avaient l'habitude, et un peu dans toute la France, de devoir chaque année remettre un petit peu au pot pour que ça tienne, en considérant qu'on est sur du service public, du bien commun, donc allez, on met un petit peu, ça passe. Sauf que là, en fait, il faut remettre beaucoup, sinon ça coule. Et là, par contre, ça commence à poser problème dans les comptes d'une mairie ou d'une communauté de communes où là, bah, du coup, ça prend beaucoup de place et ça peut prendre la place d'autres projets. C'est Est-ce que ça. tu penses que c'est C'est ça ça. le déclencheur? C'est ça, c'est le volume. C'est aussi, je pense que les maires, en discutant avec les directeurs des structures de leur commune, ont pris conscience du fait que s'il n'y avait pas quelque chose de fait au niveau structurel, eh bien, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'incertitude, c'est-à-dire que les structures allaient fermer à plus ou moins court terme parce que les difficultés financières étaient telles et sont telles aujourd'hui que on ne voit pas d'amélioration possible. Et les mairies et les communes n'ont pas les budgets suffisants pour abonder. Et puis en plus, c'est pas leur mission première en fait. Comme tu dis, certes, c'est des établissements gérés par le CCAS, mais aujourd'hui, ils n'ont pas la charge de venir abonder les budgets de ces structures. Ouais, surtout pour payer de l'électricité et les compléments de salaire des soignants qui sont pas versés par l'ARS C'est ça. en plus. Ok, du coup, bah, ça s'est passé comment et ça en est où et comment les maires se sont structurés aussi parce que l'intérêt aussi pour être entendu, c'est de parler ensemble en fait. Donc, comment ça s'est passé?
Alors en fait, comme je te le disais, ça a démarré au mois de mai avec un collectif d'élus, de maires transpartisans de Côte-d'Armor. Donc dès le départ, il y a eu une ligne de conduite qui a été de dire on ne regarde pas les étiquettes, on se réunit parce qu'on est dans la même problématique par rapport à nos EHPAD. Et assez vite, donc c'était mené par quelques élus dynamiques qui portaient le mouvement. Avec bien sûr la tâche des directeurs concernés qui leur apportaient ben, les éléments factuels, en fait, leurs éléments de difficulté. Et puis très rapidement, dès le mois de juin, le mouvement a été transporté dans le Finistère, où d'autres élus ont pris le relais et se sont dit, ben, nous, dans le Finistère, on connaît les mêmes difficultés et du coup, on veut parler de la même voix que vous parce que on aura plus de poids. Donc dès le mois de juin, il y avait déjà une première réunion commune Côte d'Armor Finistère, donc sur le même format, avec des élus et des maires à l'appui, et des élus et des directeurs. Et ça a pris un peu plus de temps, mais au mois d'octobre, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, le mouvement s'est également dupliqué, pareil à chaque fois, avec des réunions d'élus, des directeurs qui venaient apporter les éléments de leur établissement. Et du coup, dès l'automne 2023, on a eu un collectif breton qui s'est formé. Il a évolué un peu dans le temps, ce collectif, c'est-à-dire que là où au départ, on était vraiment sur les EHPAD, sur les EHPAD, les élus des EHPAD en résistance, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait élargir pour parler de l'ensemble du secteur du grand âge, puisque en fait, tu connais le sujet aussi, il n'y a pas que les EHPAD qui sont en difficulté financière, les résidences autonomie sont en grande difficulté financière, des fois c'est même pire que dans les Pareil, EHPAD. voire pire, ouais. Bah oui, parce qu'ils ne sont pas éligibles à à tous les dispositifs auxquels on est éligible dans les EHPAD et ils ont aussi besoin d'être entendus et les services à domicile qui sont aussi en grande souffrance. Et du coup, toutes ces structures-là ont toqué à la porte en disant mais incluez-nous dans le mouvement parce que il n'y a pas que les EHPAD, il faut aussi parler de nous et c'est le même la réforme en fait qu'on demande, elle doit viser tout le secteur grand âge et de fait, ça a été repris. Donc aujourd'hui, il y a un collectif qui est sur toute la Bretagne qui s'appelle du coup Territoire du Grand Âge et plus EHPAD en résistance. Et Territoire du Grand Âge, donc c'est sur les 4 départements bretons. C'est à la fois des maires qui représentent les EHPAD, les résidences autonomie et les services à domicile, et statut public et associatif. Il n'y a pas de statut privé lucratif. Ça, c'est un choix des élus qui pensent que ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais aujourd'hui, voilà, les statuts publics, qu'ils soient publics, autonomes, hospitaliers ou territoriaux, et les EHPAD associatifs qui sont représentés dans ce mouvement, qui est un mouvement transpartisan et qui est parti des maires. Et ensuite, il y a eu aussi une démarche des parlementaires bretons. Les parlementaires aussi, ayant connaissance de ce mouvement, ont fait cet été un courrier, c'était même pas cet été, c'était début de l'automne, au mois d'octobre, un courrier à Aurore Berger, qui était à l'époque ministre de l'Autonomie. De la même manière, un courrier transpartisan. Il y a eu 32 députés et sénateurs bretons de tout bord politique qui ont interpellé Aurore Berger afin de parler des difficultés énormes que rencontre notre secteur et d'exiger une réforme. Au-delà d'exiger ou de ouais, de demander une réforme, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est porté par ce collectif? Alors en fait, le collectif, quand il s'est formé, bien, la demande principale et l'objet, c'est une réforme ambitieuse et urgente avec des moyens financiers et humains. Ça, c'est le truc, voilà, c'est le gros sac. Et c'est pour ça qu'on s'y retrouve aussi à la FNADEPA, c'est les mêmes demandes qu'on porte. Ouais. Concrètement, dans des actions plus concrètes, le collectif mis en place, il avait plusieurs actions ciblées. Leur première action, ça a été de dire, les maires bretons, on veut rencontrer Aurore Berger. Donc, ils ont fait une demande et fin août, il y a eu une délégation qui a été reçue au ministère par Aurore Berger. Et ensuite, elle est même venue dans les territoires. Elle est venue dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère, à la rencontre des maires et des établissements. La deuxième action qu'ont menée les établissements, c'était de dire, puisque c'est en partie l'énergie qui nous met dans le rouge, on boycotte le paiement des factures d'énergie. Donc, c'était une ligne de conduite des élus de ce mouvement, et qui est encore valable aujourd'hui, de dire on ne paye plus nos factures d'énergie.
pour manifester contre le fait que bah, ça nous met dans le rouge et qu'on n'est pas en capacité de les payer parce qu'on n'a pas les financements. Euh, Ensuite, il y a eu une autre action qui s'est passée cet automne à l'Assemblée des maires de France. Chaque année, il y a une réunion des maires de France et il y a eu 300 motions de soutien qui ont été déposées par les représentants de ce collectif, par Guy Pennec en l'occurrence, un élu du Finistère. Ils ont déposé 300 motions prises par 300 communes bretonnes pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à la problématique des établissements et services du grand âge. Donc ça, c'était au Congrès des maires de France. Il y a eu un échange à cette occasion avec une table ronde avec Aurore Berger. Et en fait, une des choses qu'on déplore aujourd'hui, c'est qu'il y avait eu des avancées avec Aurore Berger. En tout cas, on avait le sentiment que euh, le cri d'alerte avait été entendu. Et comme tu le disais en introduction, tout est rebattu aujourd'hui à la faveur du remaniement, des changements. Et on se dit, en fait, voilà, à quel moment nos demandes vont être prises en compte. Et la dernière action importante qui est portée par ce collectif, c'est une étude juridique pour ester en justice contre l'État pour manquement à ses obligations vis-à-vis des personnes âgées. Et là, c'est aussi un souhait des maires de dire, voilà, aujourd'hui, on estime que l'État ne finance pas assez les établissements et services pour bien accompagner les personnes âgées. De ce fait, il y a des manquements aux droits auxquels peuvent prétendre les personnes âgées. Et il y a une étude juridique qui est en cours auprès d'un cabinet pour envisager une action en justice contre l'État. Donc, c'est vraiment les grandes lignes de l'action du. Ok, c'est super intéressant. Et puis, c'est quand même assez, alors je dirais ambitieux, courageux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la notion d'action en justice, je veux dire, c'est un truc sur lequel moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je me dis, bon, je sais pas jusqu'où ça peut aboutir, mais c'est quand même c'est même pas un moyen de pression, mais c'est au moins une action et qui démontre de l'ambition. Je trouve ça sympa. Je pense que c'est exactement le message que veulent avoir les maires et un peu dans le parallèle de dire l'État a à un moment donné pu être condamné pour son inaction au changement climatique. On n'est pas sur la même problématique, mais aujourd'hui, on sait que la vague démographique, elle est devant nous, que déjà aujourd'hui, les établissements sont en grande souffrance, que ce soit à tout niveau, que ce soit financièrement ou en termes de conditions de travail pour le personnel et de recrutement. On voit la vague arriver et on fait rien. Et c'est un peu ce parallèle-là de dire, bah, il y a eu de l'inaction sur le climat, en tout cas, ça a été reconnu par les tribunaux. Et aujourd'hui, nous, on voit de l'inaction face à l'accompagnement des personnes âgées. Et en tant qu'élus, qui avons à gérer des établissements, les maires disent bah non, c'est pas possible de continuer comme ça parce que on met nos établissements en péril et les personnes accompagnées par ricochet. Ouais. Non, mais ça paraît très concret. Et est-ce que tu penses que alors, on voit les actions qui sont cohérentes, parce que du coup, ma question, c'est pourquoi les maires, on les entend plus que les directeurs? Mais bon, la réponse, elle est Bah, dans. c'est aussi que les maires, c'est des élus de la République, tu vois. Les directeurs, nous, on est soit des fonctionnaires, soit des personnes recrutées, des salariés, si on est directeur d'un établissement, en tout cas salarié enfin, directeur d'une association. Mais un élu, un maire, bah, il a quand même un poids politique que n'ont pas les directeurs. Et il est élu aussi par ses concitoyens pour porter des questions de société. Nous, les directeurs, on n'est que, entre guillemets, des gestionnaires. Et on peut, et on le fait déjà depuis longtemps, remonter à nos autorités de tutelle qu'il y a des difficultés, on voit des problématiques, mais pour autant, on ne reste que des gestionnaires. Les maires, ce sont des élus de la République. Et ils ont du poids. Leurs paroles, elles représentent pas que eux individuellement, elles représentent aussi les citoyens qui sont derrière. Et je pense que ça, c'est quand même, ça fait toute la différence. Oui, oui, oui. Oui, puis ils seront aussi plus entendus, plus écoutés, plus relayés. C'est cohérent. Euh, pardon. Quel rôle vous avez joué en tant que directeur, en tant que FNADEPA, du coup,
fédérations ou associations qui regroupent les directeurs. Quelle part vous avez pris avec les maires? Eh ben, en fait, à l'origine du mouvement, les directeurs, ils ont été associés avec les maires parce que les maires voyaient les établissements en difficulté, mais avaient besoin de retours de terrain concret. Dès le départ, les directeurs des Côtes d'Armor ont été mis à contribution par les maires pour vraiment illustrer en fait les difficultés. Ça reste vraiment un mouvement d'élus et nous, enfin, les élus le disent et nous, on soutient ça parce que, c'est vraiment, leur action qui a du poids plus que la nôtre. Pour autant, nous, on est vraiment, reconnaissants de la mobilisation des élus, envers les établissements. C'est clair que c'est un appui de poids et puis, ben, du coup, on cherche à être utile et à alimenter, tout ce qui peut leur être utile pour porter la cause. Hem La FNADEPA, elle y a une place importante parce que dans les Côtes d'Armor, elle est très bien représentée et que les maires, les premiers maires qui ont lancé le collectif, étaient en lien avec des directeurs de la FNADEPA. Mais en fait, il y a aussi d'autres fédérations qui se sont, joints au mouvement, hein. On va pas, là, pour le coup, c'est exactement comme, l par rapport aux élus où c'est transpartisan. Là, c'est pas un mouvement de la FNADEPA. C'est un mouvement d'élus avant tout, qui est soutenu par des directeurs. Il y a beaucoup de directeurs de la FNADEPA qui sont actifs dedans, mais il y a aussi, d'autres fédérations qui s'impliquent et c'est bien parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est surtout que la cause, elle soit entendue et c'est pas de dire, c'est tel mouvement, qui porte le truc, en fait. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, on en est où? Est-ce que tu sais s'il y a d'autres départements encore qui rallient, voire d'autres régions? Parce que c'est un peu notre sujet et comment voir après comment on peut participer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que avec le remaniement ou des nouveaux sujets, où ça en est? Est-ce qu'il y a même peut-être pas un essoufflement aussi des maires? Alors, je sens pas d'essoufflement des maires, en Bretagne. Clairement, pour les avoir vus dernièrement, on Ils a sont des chauds. réunions du collectif tous les 2 mois. Ils ont pleinement conscience, de l'actualité du sujet et du fait qu'il faut pas relâcher. D'autant plus que, c'était une autre partie de ta question, les signaux, aujourd'hui, ils sont pas bons. Les signaux qu'on a, les quelques là où on avait l'impression qu'Aurore Berger avait, quand même pris en compte, le sujet et s'était déplacée et cetera, le sujet a été mis sur la table. Aujourd'hui, il a fallu du temps pour qu'on ait une ministre déléguée. Heu, Tout dernièrement, elle a été interpellée, notre ministre déléguée, par Christine Pires-Beaune à l'Assemblée, justement pour savoir si elle allait reprendre les engagements d'Aurore Berger sur une programmation de loi grand âge. Elle n'a pas répondu. Donc ça, c'est plutôt quelque chose, qui nous rassure pas. Hem Et à côté de ça, en parallèle, on a, en tout cas dans les départements bretons, une forte augmentation des tarifs, heu, pour les usagers. Tu vois, dans mon département, on a augmenté de 6 à 10. C'est énorme et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, la solution, elle repose sur les usagers. C'est le ré Là où on a des difficultés financières, l'État, pour l'instant, ne répond pas et les usagers mettent la main au porte-monnaie. Alors certes, bien sûr que la crise économique, elle fait qu'aujourd'hui, pour tout le monde, que tu sois à domicile ou en établissement et que tu sois jeune ou vieux, la vie, elle coûte plus cher. Mais quand on voit les difficultés structurelles des établissements, on se dit, qu'une augmentation de 10 pour, les usagers, alors même qu'il y a pas de projet de réforme, ambitieux, au niveau de l'État, ça nous semble, pas ajusté et c'est ce que les maires portent, en fait, dans ce collectif et c'est ce qu'ils ont toujours dit. On ne veut pas que tout le poids de ce manque financier, il repose sur les usagers. Donc ça, c'est les signaux qui nous alertent et par contre, du coup, à côté de ça, effectivement, via le réseau aussi, des fédérations, eh bien le collectif, en tout cas, il intéresse d'autres départements et d'autres régions. Il y a des élus d'autres régions qui commencent à prendre contact avec les élus bretons. Pour se dire: «Bah, finalement, les difficultés que vous rencontrez en Bretagne, en Gironde, dans le Nord, dans le Maine-et-Loire, ou en Mayenne, on rencontre les mêmes»
Et enfin, les élus du collectif sont en contact avec d'autres départements et d'autres régions qui sont prêts à embrayer le pas pour dire, bah, en fait, puisque à l'échelle d'une région, pour l'instant, ça n'a pas encore suffi à faire bouger le gouvernement, eh bien, on va agir plus collectivement. Donc, c'est en train de se mettre en place. Avec pour objectif, l'idée, ce serait d'avoir un collectif qui soit national et qui permette par les maires de pouvoir maintenir une forme de pression pour pas que ce soit un sujet qui soit toujours remis sous la pile, quoi. C'est ça, en fait, et je pense que ce qui est vraiment inédit, c'est qu'il y a pas une culture dans le secteur médico-social et encore moins dans le secteur des personnes âgées. Il y a pas une culture de la revendication, de la manifestation ou voilà, de Oui, crier on va pour pas se faire entendre. bloquer la France Non. et les ronds-points et empêcher les gens d'aller en C'est vacances et ça. puis les autoroutes et puis tout ce qu'on veut. Nos On sait pas personnels ne faire. manifestent pas ou très peu parce qu'ils ont un sens aigu de leur, enfin, de leur travail. Et en même temps, aujourd'hui, ça fait tellement longtemps qu'on attend cette réforme et les 2 dernières années ont été tellement compliquées financièrement. On est énormément d'établissements à vivre sous perfusion, c'est-à-dire que on est à Mm. la limite du défaut de trésorerie et ce sont les départements aujourd'hui qui sont obligés de rattraper les départements et l'ARS via des CNR, mais en fait, ça reste des aides exceptionnelles. Et aujourd'hui, ce que contestent les élus et bien sûr que les directeurs partagent, c'est le fait que on ne peut pas piloter des établissements et on ne peut pas envisager sereinement la suite avec des crédits exceptionnels et des mesures de dernière minute, des enveloppes débloquées par les départements ou par les ARS pour sauver les établissements, en fait. Et ça, c'est un gros facteur de stress aujourd'hui pour tous les gestionnaires d'établissements, de services, de résidence autonomie. C'est de dire comment l'année prochaine va se passer. La dernière mesure qui a été décidée par le collectif breton dans son plan d'action pour se faire entendre, c'est de ne pas voter les budgets ou les EPRD pour les collectivités si c'était en déficit annoncé. Bon, globalement, je connais peu de Mm. structures pour lesquelles il n'y a pas un déficit annoncé en 2024. Et en fait, les maires et certaines collectivités ont commencé à le faire, disent bah, on ne va pas voter les budgets. Ça va bloquer et peut-être que là, ça va bouger. Ouais, mais je sais pas quoi penser sur ce qu'il faut faire maintenant parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps. Et même, tu vois, avant le Covid, où on se disait, il faut trouver des solutions, c'est compliqué, ça évolue, il va y avoir de plus en plus de monde, on le sait. Et pourtant, c'est vrai que il se passe pas grand-chose. Et à Mais c'est chaque ça qui fois, il est, faut gérer ouais, faire avec les moyens du bord. Et puis, ben, plus tard, on verra plus tard. C'est ça qui est un peu désespérant, c'est qu'en fait, on travaille dans un milieu qui est plein de sens, qui est très humain, comme je l'évoquais au début, avec souvent des professionnels qui n'ont pas fait ces métiers-là par hasard et où il y a plein de beaux projets à faire. Il y a un vrai enjeu démographique, comme je l'évoquais. Et en fait, on est vraiment en mode survie et avec une incertitude permanente le maintien financier des structures et même sur le niveau d'effectif qui va être présent parce que tout ça a des conséquences et que avec le déficit d'attractivité en plus, on ne sait jamais si on va avoir assez de personnel ou si on ne va pas être en sous-effectif. Et ça, au bout du bout, ça a des conséquences forcément sur les personnes âgées. Ah oui, et puis les équipes qui se démobilisent, qui s'en vont, C'est ça. et ce qui accroît encore plus les tensions et les galères. Ok, alors deux questions pour conclure. La première, c'est ce que tu as dit, c'est difficile de rester optimiste, mais comment tu restes optimiste? Ben, d'une part, parce que je t'ai dit depuis le début, c'est que quand même, il y a du sens à ce qu'on fait. Et qu'à un moment donné, on se dit en tant que directeur, moi, je peux pas jeter l'éponge parce que la boutique, elle a besoin de tourner et que si le directeur, il commence à lâcher, ben, c'est tout le château de cartes qui s'écroule et ça a tellement d'impact qu'on se dit, bah non, 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 il faut, enfin, du sens ce que je fais, même si c'est difficile. Ça a du sens pour les personnes accueillies et pour les équipes. Et puis,
Et puis ce collectif, moi je trouve qu'il donne ce collectif et la dimension de réseau qu'on a aussi beaucoup à travers nos différentes fédérations, et en tout cas la FNADEPA, on l'a énormément. Ça donne de l'énergie et ça donne la patate quand on en a besoin. Où on se dit, ben ouais, c'est compliqué le contexte actuel, il y a des jours où on se sent un peu démoralisé, mais pour autant, euh, ben on n'est pas tout seul, il y a de la solidarité et on se bouge. Et le fait d'être dans l'action, et ça, ce collectif, moi, je trouve que ça redonne quand même de l'impulsion au directeur, même si on n'a pas de certitude d'être entendu par le gouvernement, mais au moins on est dans l'action. Au moins, t'as pas l'impression de juste subir et d'attendre que ça arrive, quoi. Tu n'es pas tout seul. Et ça, c'est vrai Et que c'est tout super seul, important. c'est ça. OK. L'objectif de cet épisode, c'est aussi de voir comment il peut y avoir plus de monde qui rejoint le collectif et surtout à travers toute la France. Comment on fait pour contacter le collectif aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a de la chance parce que les élus bretons qui portent le mouvement sont vraiment très à l'écoute et très disponibles pour pouvoir comment dire, relayer auprès d'autres régions ou d'autres départements ou d'autres élus qui seraient intéressés. Donc, en fait, en contactant le collectif, nous, on peut faire la mise en contact euh, des départements ou des élus qui seraient intéressés pour avoir plus d'éléments là-dessus. Ok. Donc, on invite les directeurs à se rapprocher de leurs élus et puis revenir pour faire le lien, soit vers moi, vers toi, vers... Voilà. C'est ça, bah, je peux pas donner les pas adresses leur mail et les 06. 06 comme ça sur le podcast, Eh ben, mais on fera le relais alors. Et, c'est ça. Non, mais ils peuvent passer par moi et puis par moi ou par leur directeur si on est dans le même réseau, si c'est des directeurs qui sont adhérents à la FNADEPA, on a un réseau qui fonctionne très bien et qui est hyper réactif. Donc en fait, voilà. Et sinon, si c'est hors du réseau, il ne faut pas hésiter à les envoyer vers les directeurs de la FNADEPA Bretagne et on fera le relais. ça marche, Et après, nickel. sur Eh LinkedIn, c'est ben, pareil, on est nombreux à être présents, on peut aussi être oui, contacté par là. ça passe toujours très bien. Super, et ben merci pour toutes ces infos. Et puis, on espère que cette fois-ci, il va y avoir des avancées et que les promesses pourront être tenues. Mais je pense que oui, à un moment, il faut pousser, hein. Si on râle pas, on n'a rien, malheureusement. Je pense qu'aujourd'hui, si on pousse pas, il y a tellement de sujets sur la table et ça fait tellement longtemps qu'on attend, euh, on y sera encore dans plusieurs années et rien n'aura bougé. Donc, Il sera vraiment trop tard. C'est ça aussi qui est ça. terrible. Ouais. Ok, et ben merci à toi et à bientôt. Merci Arnaud. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.